Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les principaux titres. Pour mieux faire passer son message, un groupe musical a choisi la musique et la danse afin de révisiter l'histoire de la République démocratique du Congo, des origines à ce jour en passant par la colonisation et l'indépendance. Les artistes espèrent atteindre la cible. Et puis, des camions poids lourds ne sont plus la bienvenue sur des routes non macadamisées du Kasaï occidental. Le gouverneur vient d'en interdire la circulation dans sa province. Et enfin, l'Égypte ne se considère pas vaincue suite au massacre de ses chrétiens coptés en Libye. Et en guise de réaction, elle en appelle au soutien d'autres États, parmi lesquels la République démocratique du Congo. L'ambassadeur égyptien RDC l'a évoqué aujourd'hui. Madame, Messieurs, nous recevons dans ce journal comme invité Jean-Florent Ibengue, sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo et entraîneur de l'ASV Club. Bonjour à tous. Axe diplomatique Caire, Kinshasa, l'Égypte sollicite un soutien congolais en vue de lutter contre le terrorisme dans le monde au lendemain du massacre de ces sujets chrétiens coptés dimanche dernier en Libye. L'ambassadeur égyptien accrédité à Kinshasa l'a déclaré aujourd'hui au cours d'une communication à la presse. On l'écoute. Le diplomate égyptien appelle à la solidarité du peuple congolais et de son gouvernement contre ce qu'il qualifie du danger hostile à la paix et la sécurité internationale après le massacre dimanche dernier de 21 chrétiens coptes égyptiens en Libye. Avec l'achat de 24 avions militaires du type Rafale à la France, l'Égypte souhaite se rallier les nations africaines dont celle de la RDC, qui est un pays frère du Caire, à la lutte contre l'État islamique en Irak et la Syrie qui s'invite en Afrique, berceau de l'humanité. Pour nous, comme Égyptiens, c'est des Égyptiens, pas chrétiens, pas musulmans, c'est juste des Égyptiens et l'État, c'est la responsabilité de l'État pour protéger ses citoyens. L'attaque d'Égypte à Libye hier, c'était coordonné 100% avec le gouvernement et la partie libyenne, les gouvernements et les militaires libyens, et après les permissions du gouvernement libyen. Et c'était dans le cadre, dans les droits internationaux pour défendre notre citoyenneté et notre État. L'ambassadeur Anissa Allah a aussi annoncé la tenue en mars prochain à Chamacher de la grande conférence internationale sur le développement de l'Égypte, où les officiels et investisseurs congolais sont attendus. Il y a 2500 invités, chefs d'État, chefs de gouvernement, hommes d'affaires, présidents de sociétés multinationales. Aussi, on attend la participation des officiels et des hommes d'affaires de la République démocratique du Congo dans cette conférence, dans le plus haut niveau possible, parce que encore, c'est un autre message de solidarité avec l'Égypte dans ces mots. La République arabe d'Égypte traverse des moments durs de son histoire depuis la révolution de 2011, mais elle envisage consolider la paix interne et rebondir pour le développement, avec notamment la construction cette année d'un deuxième canal de Suez qui facilitera le commerce maritime international. De la diplomatie à l'environnement, l'achat, vente carbone dans le cadre de la Convention des réductions des émissions des effets dus à la déforestation et à la dégradation avec le Fonds de la Banque mondiale entre en vigueur l'année prochaine en République démocratique du Congo et en perspective. Des experts se sont retrouvés à Bandundu-Ville en atelier de lancement de la phase de conception de ce programme. Reportage à Lamboma. Un geste simple mais plein de signification. La signature de cette convention de collaboration entre les différentes parties pour l'élaboration du programme de réduction des émissions dans le Maïndombe a sanctionné la tenue de cet atelier de lancement de la phase de conception de ce programme. Atelier qui s'est déroulé durant 2 jours à Bandundu-Ville. À travers ces signatures, les parties prenantes montrent leur engagement à ce projet. Nous sommes en train maintenant d'élaborer un document final qui va reprendre de façon claire et précise les différentes activités, les différentes propositions
que le projet est prêt à s'engager en faveur des concessionnaires forestiers pour que eux, ils puissent vraiment adhérer de manière consciente et dans le projet. Mais je peux vous rassurer d'ores et déjà que notre engagement n'est pas à discuter, n'est pas remis en cause. Depuis 2009, nous avons toujours travaillé avec le gouvernement, mais nous avons toujours aussi donné nos aspects des refus au cas où il y a dérapage, surtout en ce qui concerne les groupes minorisés, les femmes, les autochtones. Tout compte fait, nous sommes en train d'appuyer le gouvernement pour ce programme en termes d'expertise et aussi en termes de plaidoyer pour que ça bénéficie vraiment aux communautés. La Banque mondiale qui appuie ce programme estime qu'un grand pas vient d'être franchi. La RDC fait partie d'une première série de pays sélectionnés, mais il faut transformer, il faut aller au bout, donc il y a énormément de travail encore à faire. Alors première étape, encore une fois, ouais, la RDC est bien partie, mais il faut que tout le monde soit mobilisé, que tout le monde accepte le consensus pour, encore une fois, transformer cette première étape en succès. Même sentiment du côté de la coordination nationale RAID. Toutes les parties prenantes sont en train de signer ce protocole d'entente. Est une preuve éloquente, n'est-ce pas, que toutes les parties prenantes vont participer à la prise en compte de toutes les préoccupations exprimées par les uns et les autres, parce qu'ils sont parties prenantes, n'est-ce pas, dans l'élaboration, dans l'avancement, n'est-ce pas, de la phase de conception qui va aboutir à son terme à la production de ce document de programme dont on a besoin pour présenter à la Banque mondiale. Hormis l'ancrage communautaire et institutionnel de l'ER Programme, cet atelier avait aussi le mérite de permettre aux parties prenantes provinciales de comprendre le processus d'élaboration du document de programme nécessaire en vue de la signature d'une convention achat-vente de réduction des émissions avec le fonds carbone de la Banque mondiale. Et on reste dans le chef-lieu du Bandundu. La traversée des rivières Kwilu et Kwangu est payante, tant par des pirogues que par le bac de l'Office des routes, ce qui pose problème dans tous les camps. L'Office brandit l'insuffisance de la trésorerie alors que la population se plaint du coût élevé du billet. C'est un constat fait par nos reporters sur place, Alain Boma et Christian Mwamba. La ville que vous apercevez à l'autre rive n'est autre que Bandunduville, chef-lieu de la province du Bandundu. Pour y accéder, il faut traverser les rivières Kwilu et Kwangu. Soit en empruntant la pirogue moyennant 300 francs congolais avec tous les risques, ou soit attendre le bac de l'office de route pour la traverser. Cet engin, principal moyen qui relie les deux bords de ces deux rivières, vient de revoir à la hausse les prix de la traversée. Le prix de la traversée d'un véhicule simple est passé de 25 000 à 32 000 francs congolais. Désormais, vélos et motos qui étaient exemptés doivent également payer. Si nous exigeons qu'ils payent, c'est parce que les recettes sont insuffisantes pour l'entretien du bac et l'achat de lubrifiants. Raison pour laquelle les prêtants doivent contribuer avec 200 francs pour le vélo et 1000 francs pour la moto. La population, elle, ne l'entend pas de cette oreille. Mingi baoli sakabaki po parce que eza eloko na biso l'État. Po akoko zangisa mbongo na boîte soit moteur. Nous préférons le bac car il appartient à l'État. Il y a des fois où nous manquons de l'argent pour prendre la pirogue. Les mamans profitent du bac pour traverser et aller au champ. Donc, il fallait tout solo bien. Payer n'est pas le problème. De fois, nous manquons même à manger. Nous profitons du bac pour traverser afin de chercher de quoi se nourrir. Dois-je laisser mes enfants mourir de faim quand je n'ai rien pour payer le bac? Ou bien devrais-je traverser gratuitement pour leur chercher à manger au champ? Ce bac joue un rôle très capital dans la traversée des véhicules et de la population vers l'autre rive. Le problème soulevé par l'Office des routes et la population mérite bien l'attention des autorités
de la province du Bandundu. Des questions de transport se posent également dans le Kassai occidental, mais en termes de préservation de l'état des routes par l'interdiction des circulations des véhicules des gros tonnages non adaptés à la terre battue. Toutefois, le gouverneur Alex Kandé-Moupompa a accordé un moratoire de 15 jours aux camionneurs afin de se conformer aux normes. Construire une route exige d'énormes sacrifices et l'engagement de centaines de milliers de dollars. La République démocratique du Congo compte encore plusieurs milliers de kilomètres de routes délabrées, d'où la nécessité de protéger les patrimoines routiers aménagés et réaménagés existants. La RDC venait de suspendre le trafic de véhicules non conformes et non homologués à 4 pneus à la place de 6 ou de 6 pneus au lieu de 10 à travers un arrêté interministériel signé par les ministres des ITPR, de Finances, des Transports et Voies de Communication et de PME le 3 juin 2011. Consciencieux de ces dangers qui guettent les routes, le gouvernement provincial du Kassai occidental dirigé par Alex Kandé s'est lancé dans cette optique pour interdire la circulation de ces véhicules réadaptés et élargis pour les surpoids qui détruisent nos routes en creusant des fossés, créant des bourbiers, cassant nos ponts, empêchant le bon trafic des autres engins qui viendraient après eux sur l'ensemble du territoire de la province du Kassai occidental. La saisie de certains camions non homologués à Chikapa et Kananga a suscité des réactions de tout genre les 10 et les 11 février dernier. Encore une fois, un moratoire de 15 jours jusqu'au 1er mars 2015 est accordé aux camionneurs en vue de se conformer. C'est bien de conscientiser nos membres. Parce que les routes là, ce n'est pas le gouverneur qui utilise ces routes, ce n'est pas les ministres. Si nous devons complètement abîmer ces routes, c'est-à-dire surcharger déjà les véhicules qui sont déjà allongés, qui ne sont pas appropriés à n'importe quelle route du monde, parce que ces véhicules, quand on les amène de l'Allemagne, de l'Angleterre, de partout, là, ces véhicules-là ont leur standard. C'est comme vous voyez les véhicules des Chinois ici qui nous transportent les graviers. C'est comme ça que ces véhicules viennent. Nous avons dit que non, ce n'est pas sérieux, il faut un peu revoir cette disposition pour permettre à ce que ces routes soient préserver, parce que de toutes les façons, ce n'est pas aujourd'hui ou demain on va asphalter toutes ces routes-là. Nous devons les préserver à l'état où elles sont pour que ça puisse nous servir le plus longtemps possible. Le gouvernement provincial qui vise la protection du patrimoine routier existant qui coûte d'énormes moyens à l'État en appel à la bonne foi. Il s'est de rappeler que ces véhicules devenus particularité de la RDC créent plus de mal que de bien. Après la CAN Guinée équatoriale 2015, où la RDC a pu gagner la 3e place, nous recevons sur ce plateau Florent Ibenge, sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, mais il a aussi une autre casquette. Il est entraîneur de l'ASV Club. C'est tout de suite dans l'invité du journal. Alors Florent Ibenge, bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Actualité oblige, nous allons démarrer par les dernières nouvelles qui nous sont parvenues. Florent Ibenge menace de démissionner. Est-ce une rumeur ou vous confirmez cette information? Non, je n'ai pas menacé de démissionner. J'ai répondu juste à une question qui m'était posée. Si on continuait à ne pas me payer, j'ai juste répondu, ben évidemment, si on continue à ne pas me payer, je vais arrêter. C'était juste une réponse logique et de bon sens. C'est aussi une menace en d'autres sortes? Non, ce n'est pas une menace, c'est juste une logique. Une logique. On va revenir sur la CAN Guinée équatoriale 2015. La RDC a pu occuper la 3e place. Est-ce qu'elle a mérité ou on pouvait faire mieux? C'est si on prend le début de la compétition, si on nous avait dit qu'on arriverait à ce niveau-là, on aurait certainement signé tout de suite. Mais au vu de la demi-finale qu'on a pu faire, évidemment qu'on a un peu de regret parce qu'il y avait la place pour pouvoir atteindre la finale. S'il faille arranger les choses ou améliorer, qu'est-ce que Florent Ibenge ferait pour qu'on ait, par exemple, la finale, on soit qualifié? Oui, on ne peut pas trop miser là-dessus parce qu'on est un petit peu éliminé sur des erreurs individuelles. Donc peut-être avoir un petit peu plus de maturité de mes joueurs. Mais bon, ça c'est un processus et on compte bien rectifier les choses pour 2017 et 2019. Mais l'on vous a aussi reproché par certains analystes sportifs de ne pas garder la même composition de l'équipe. On a eu 6 matchs. Dans les 6 matchs, il y a eu des compositions différentes. Est-ce que cela n'est pas aussi à la base de ce qui a fait à ce que l'équipe ne soit pas aussi stable pendant cette compétition? Ben, elle était peut-être pas stable, mais tout le monde se loue à dire qu'on est arrivé à la 3e place. Donc si on doit rester, on pouvait faire mieux sur ce dernier match, mais l'équipe aussi n'était pas
était dans la stabilité. Ce qui explique tout simplement, c'est de connaître son équipe et de connaître l'adversaire. Est-ce que ça a toujours marché ? De rentrer sur le terrain avec toujours la ferme volonté de faire le meilleur résultat possible. Et on a un groupe de 23 joueurs à gérer et essayer de les mettre dans les meilleures dispositions possibles sans faire de chouchou comme certains aiment à faire, en gardant toujours la même équipe. Non, il faut de temps en temps... On ne change pas l'équipe qui gagne, dit-on. Ça, c'est un adage qui ne se révèle pas toujours être vrai. Et donc, il faut être au quotidien avec les joueurs et être juste et avoir sa ligne de conduite, c'est-à-dire vouloir gagner à tous les matchs, quel que soit le joueur qu'on met en place, et garder toujours cette philosophie. On l'a vu dans les compétitions précédentes, la RDC a connu certains problèmes sur le plan financier. Est-ce que ça a été le cas cette année ? On a eu des discussions, mais globalement, on a décidé de jouer, de ne pas parler de tout ce qui est finance, de se faire confiance, les joueurs, la fédération, et puis la fédération qui transmet. On a l'impression que vous avez même été plus chouchouté parce que le président de la République lui-même a fait le déplacement. Vous avez eu beaucoup des visites des autorités, on peut se les dire ainsi. Oui, le président est arrivé, on a discuté au téléphone et puis il nous a dit que s'il avait la possibilité de venir, vu son calendrier un petit peu chargé, il viendrait. Donc il nous a fait la surprise de venir. Peut-être qu'il était content aussi de la prestation qu'on était en train de fournir, tout simplement. Et parce qu'il est arrivé, il est resté déjeuner avec nous. Il est resté pour suivre l'entraînement de l'après-midi alors qu'il avait prévu de partir le matin. Donc il nous a fait honneur de ce côté-là. Et voilà, mais au départ, on ne va pas parler argent. Mécontent ou pas mécontent. On ne va pas parler argent, mais lancer tout ce que l'argent a des conséquences sur la manière de jouer. Tout à fait. Tout à fait. Mais ça fait partie des choses qu'on a décidé de mettre sur la table au retour. Pour justement, on vous parle du projet pour qu'on ne puisse plus parler de ça pendant la compétition, qu'on puisse parler de ça avant la compétition et que pendant la compétition, tout soit carré et qu'on n'ait pas à parler de ça et qu'on ne parle que de football. Mais c'est ce que justement vous ne voulez pas dire. Est-ce que ça a été résolu avant la compétition ou c'est pendant ou ça a été fait après? Non, il y a eu des dysfonctionnements. Il y a eu des dysfonctionnements et puis on n'a pas voulu en parler, c'était pas le moment. Mais en fin de compte, tout s'est réglé. Ça veut dire que quand je dis que les choses doivent se régler avant, c'est-à-dire que les primes ne doivent pas arriver le jour du match. C'est surtout ça. Elles sont arrivées, bien sûr, mais elles ne doivent pas arriver le jour du match. On doit le savoir avant. Elles doivent arriver avant pour qu'on ne puisse pas penser est-ce que ça va arriver, est-ce que ça ne va pas arriver. Voilà, un petit peu, ce sont des petites choses comme ça. Qu'est-ce que vous avez comme proposition par rapport à la relance du football congolais? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous occupons la 3e place. C'est en 1998 que nous avons quand même eu l'occasion d'atteindre ce niveau-là. C'est plusieurs années après. Aujourd'hui que nous avons atteint cette place, est-ce que vous pensez que nous allons garder l'élan ou il y a encore beaucoup à faire? Il y a énormément à faire en amont. Il y a énormément à faire. J'en ai discuté avec le ministre, j'en ai discuté avec le président. Je lui ai dit qu'il fallait avoir une volonté politique majeure par rapport au sport chez nous. Vous pensez que c'est ce qui nous manque? Il faut vraiment cette volonté politique majeure et surtout comprendre que le football, moi à mon époque évidemment, le football c'était réservé pour ceux qui n'allaient pas à l'école. Mais maintenant on se rend compte que le football peut permettre justement d'améliorer l'éducation. Moi j'ai quitté le pays en 1974, j'étais en 2e CO, je suis rentré en changeant de système scolaire en France et je n'ai pas été perdu au même niveau en 4e et j'ai réussi mon année scolaire. Maintenant, si vous prenez au niveau de notre système, quand un enfant quitte ici pour aller de l'autre côté, facilement, il faut le descendre de quelques classes. Alors que bon, si on arrive, je sais que le pays doit travailler dans beaucoup de domaines, mais si on arrive à faire ça avec cette volonté de mettre le football, par exemple, à l'école, et le sport en général, le football en particulier, c'est celui qu'on utilise le plus, en donnant des contrats d'objectifs aux enfants, en lui disant, voilà, tu adores le football, c'est une très bonne chose, on va te donner la possibilité de pratiquer du football à l'école. Mais à contrepartie, si tu ne travailles pas bien en français, si tu ne travailles pas bien en maths, eh ben on te sort de ton cursus de sport. Et je vous assure que les enfants, quand on leur met
ce choix, eh bien, ils travaillent très bien. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et ils ont des meilleurs résultats que s'ils ne sont pas dans une section sportive. Donc, je prends mon exemple propre. La première année où j'ai redoublé à l'école, c'est quand on m'a supprimé le football. Donc, c'est pas une petite chose. Ça peut nous emmener des gens. C'est une passion en vous. C'est une passion. Oui. Et dans ce pays, c'est une véritable passion, le football. Dans le moindre coin de rue, on joue au football. Qui a 1 contre 1, à 2 contre 2. Donc, c'est une vraie religion. On espère bien que les choses vont s'améliorer comme vous l'entendez. Je le souhaite. C'est un vrai combat de tous. C'est pas mince. C'est pas du jour au lendemain que ça peut se faire. Alors, 2 petites dernières questions. La première, c'est que vous êtes sélectionneur de l'équipe nationale de la RDC. En même temps, vous êtes entraîneur de l'SV Club. C'est vrai qu'il y a une différence entre les 2 mots. Mais est-ce qu'il vous sera arrivé à un certain moment de faire un choix? Oui, et bien sûr. Si oui, quel est le choix que vous allez prendre? Pour l'instant, je privilégie rien parce que je vis 2 belles expériences de chaque côté et 2 belles aventures humaines. Et pour l'instant, je ne privilégie pas. Donc, à un moment donné, c'est évident que les 2 deviendront un peu antagonistes. Oui. Et puis, je serai fatigué aussi parce qu'il faut l'avouer, c'est fatigant. C'est du travail. C'est énormément de travail, énormément de stress de chaque côté. Donc, ça demande de se reposer. Donc, je vais déjà prendre des vacances. Et puis après, on réfléchira tranquillement pour faire le bon choix. Alors, sur certains médias internationaux, on vous appelle coach franco-congolais, alors que nous, ici, on est habitué à vous appeler sélectionneur des léopards, sans trop mettre l'accent sur votre nationalité. Vous êtes sélectionneur français ou sélectionneur congolais? Je suis congolais. Je suis franco-congolais. C'est d'actualité aussi au niveau de notre constitution. Voilà. Merci Florent Ibenge d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Merci beaucoup. C'est la suite de cette édition avec le Katanga. 1 million plutôt de dollars en faveur de Manono dans le Katanga, remis au territoire par le gouvernement provincial en vue d'adduction d'eau potable de la Régie des eaux. C'est une grande acquisition pour la population, désormais tournée vers la modernité dans cette partie du pays. En dépit des faibles ressources dont dispose la province, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué continue à répondre présent aux préoccupations élémentaires de ses administrés, même dans des domaines qui ne sont pas forcément de la compétence du gouvernement provincial, comme la desserte en eau. Son gouvernement vient d'octroyer un chèque de 1 million de dollars américains à la Régie des eaux Katanga ce mardi 17 février 2015 pour développer la première phase d'adduction d'eau dans la cité de Manono au nord de la province. Cette cité, dont le puits actuel ne fournit que 6 mètres cubes d'eau par heure, passera bientôt à une desserte plus suffisante. L'enveloppe qu'on nous a donnée, c'est un premier décaissement pour la réalisation de ce projet. Nous allons commencer avec les travaux de génie civil. Il y a d'autres montages qui seront faits avec le ministère de l'énergie et du gouvernement pour l'acquisition des équipements, contenus. Mais ce que nous avons eu, ça va nous permettre, en tout cas au bas mot, de faire avancer les travaux significativement. Des projets d'adduction d'eau qui s'étendront à toutes les cités à l'intérieur de la province de plus de 100 000 habitants. Des efforts qui vont effectivement neutraliser tous les foyers endémiques de choléra et qui vont restituer la dignité de vivre aux populations de toute l'étendue de la province du Katanga. Nous allons nous dire au revoir en révisitant l'histoire du Congo profond en musique et danse. Les artistes nous ramènent dans la tradition, le colonialisme et l'indépendance afin d'aider les Congolais à se réapproprier leur destin. Tout est raconté en musique sous un air acoustique. Je vous propose de suivre ce reportage. Une musique et un style à la grandeur de l'événement. Virtuose de ce noble art, l'artiste, à travers un rythme de guitare acoustique,
trace le péripétie de la tradition ancienne du Congo profond. Et pour mieux s'exprimer, il s'est doté d'un style original. Ma source d'inspiration, c'est ma tradition, c'est mon ancêtre. C'est mon ancêtre. Pourquoi mon ancêtre? J'ai dit le style que je fais, c'est les lifutamba. Les futamba, beat, dans le rythme de la cendre. Pourquoi les futamba? Les futamba, c'est la combustion de bois. Moi, je me considère comme le bois de chauffe, donc de chauffage, quoi. Et sous l'inspiration qui est le feu, je brûle jusqu'à la cendre. Les mets, donc les repas, c'est la représentation musicale que j'offre au public. Tout comme la musique, la danse aussi véhicule des messages parfois même beaucoup plus significatifs que l'on s'imagine. Muette soit-elle, elle va bien au-delà. Moi, je m'exprime à travers les gestes. Le spectacle s'appelle Anon. Et là, je parle d'une alliance. Les accords qu'on peut signer entre deux personnes. Ces accords-là, il faudrait savoir que ces accords, savoir l'importance de ces accords-là et tout. Parce qu'au moment où on fait des choses, on signe des accords, il y a des moments où les gens ne savent pas l'importance des accords. Parce que ça se suit après. Il y a des conséquences sur ce que nous disons et tout, sur ce que nous faisons. Et chez nous, j'ai constaté quelque chose, qu'on n'a pas cette notion-là de considérer les accords qu'on signe, des alliances et tout quoi. Ces manques de respect des accords auxquels l'artiste fait allusion concernent notamment les différents soubresauts de la classe politique congolaise depuis les années d'indépendance jusqu'à ces jours. Merci de votre fidélité au programme Début en télévision. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition.